Je voulais juste annoncer qu'on va enregistrer cette session d'abord. Si jamais vous aimeriez poser des questions puis vous n'êtes pas confortable à avoir votre visage sur un enregistrement, ce serait important de ne pas mettre votre caméra en marche, mais on veut assurer que la majorité des étudiants peut avoir accès à ces sessions. D'abord, on va enregistrer ces sessions, puis ensuite, on va le partager avec le PowerPoint dans les semaines à venir à tous les étudiants de la même manière qu'on a envoyé l'invitation. D'abord, j'anticipe la question, est-ce qu'on va partager le PowerPoint? On va partager le PowerPoint et l'enregistrement dans les jours à venir. C'est important aussi dans les séances virtuelles d'éteindre votre microphone. Sinon, je vais entendre ma voix en écho, puis j'adore entendre ma voix, mais 2-3 fois, ça devient un peu dérangeant. Et aussi, juste un petit avertissement, on a fait notre possible d'avoir les informations le plus à jour pour ces séances, mais on parle d'agences subventionnaires gouvernementales, provinciales et fédérales qui changent leur directive de temps en temps. D'abord, nos présentations, c'est les informations les plus à jour qu'on a, mais tu dois toujours te fier sur les informations sur les sites web des agences subventionnaires. On va vous diriger vers les bons endroits. Puis oui, on va commencer maintenant avec la session comme telle, mais je voulais juste commencer avec ces préavis, puis on va entrer dans plus de détails expliquant toute la session maintenant. Donc, Je me présente. Je me présente. Mon nom est Terry Crouch. Je suis administrateur aux études supérieures. Puis, bonjour, je suis Sylvie Frigon, je suis vice-doyenne aux études supérieures à la Faculté des sciences sociales. Donc, je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec pourquoi faire une demande. Est-ce que vous êtes ici aujourd'hui en vous disant, bon, est-ce que je devrais faire une demande? Évidemment, la réponse rapide, c'est oui. C'est un investissement, donc c'est du travail à faire. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous prendre à l'avance, OK? Moi, ça fait 30 ans que je suis prof à l'université et c'est important que les étudiants prennent vraiment de l'avance, faire leurs demandes, contactent leurs répondants le plus tôt possible pour voir s'ils sont disponibles parce que des fois, il y a un prof qui est en sabbatique, quelque chose. Donc, il faut faire ça d'avance. Et on fait une demande parce qu'on a peut-être la chance d'avoir une bourse et ça va vraiment nous aider évidemment financièrement. Ça nous met dans une bonne posture pour finir la thèse et évidemment faire l'exercice de la demande, c'est vraiment vous allez voir, c'est du travail, mais le plus qu'on l'écrit, le plus qu'on comprend ce qu'on va faire et c'est une bonne pratique si on veut aller en recherche. Donc, c'est ça. Faire une demande, oui. Merci, Sylvie. On va parler des options différentes qui est à votre disponibilité pour l'année à venir. J'ai manqué 2 petits points dans mon petit point d'intro. N'hésite pas de demander des questions dans le chat. On a des équipes du Bureau des études supérieures qui vont essayer de répondre à les questions au fur et à mesure. Il y a certaines questions qui vont être répondues durant la présentation. D'abord, c'est possible qu'ils vont dire d'attendre. Puis sinon, à la fin, on va rester aussi longtemps que nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Mais on va faire notre mieux de répondre au chat au fur et à mesure. Sinon, l'équipe va les mettre à côté pour qu'on les réponde à la fin. Puis je veux répéter encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, on va partager le PowerPoint puis on va partager l'enregistrement de cette session. D'abord, il y a 2 agences subventionnaires externes qu'on veut vraiment discuter. On ne parle pas aujourd'hui des bourses d'émission, les bourses au mérite. Ces informations vont être partagées dans les semaines à venir. C'est vraiment les bourses externes, les agences subventionnaires. On parle du gouvernement du Canada, puis on va parler aussi des agences subventionnaires ontariens et Québec. Pour débuter avec le financement disponible fédéral, on parle de vraiment les agences, les 3 conseils. Il y a le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ça applique la majorité de nos étudiants. Il y a le IRSC, l'Institut de recherche en santé du Canada. Ça touche plus aux sciences de la santé et médecine, mais certains étudiants en psychologie tombent dans ce domaine-là aussi. Puis le CRSNJ, le Conseil de recherche en sciences naturelles, encore une fois, ça touche plus sur les sciences,
mais des fois en psychologie aussi, il y a des étudiants que leur recherche tombe dans ce domaine-là. D'abord, je vais me concentrer sur le CRSH. Il y a 2 concours. Il y a un concours pour les bourses de maîtrise. Il y a un autre concours pour les bourses de doctorat. À la maîtrise, les bourses ont une valeur de 17 500 étendue sur l'année. Et au doctorat, il y a 2 options pour le CRSH. Il y a une bourse qui a une valeur de 20 000 ou de 35 000. Puis il y a un peu de variation en dedans qui est déterminée par l'agence subventionnaire, mais c'est une application, puis c'est le conseil qui vont déterminer laquelle bourse que tu vas recevoir si tu en reçois un. D'abord, pour ces bourses-là, on va rentrer en détail de ce qui est requis pour l'éligibilité. On va regarder certains trucs à garder en tête et on va rentrer en plus de détails. Dans les formulaires que vous avez remplis lorsque vous avez exprimé votre intérêt à participer à cette réunion, il y avait plusieurs questions autour de lesquelles bourses sont éligibles pour les étudiants internationaux et lesquelles bourses sont éligibles pour les étudiants canadiens. Pour les bourses fédérales, les 3 conseils qu'on parle ici, malheureusement, ils sont seulement disponibles pour les étudiants canadiens ou les résidents permanents. Les bourses fédérales, le CRSH, ne sont pas disponibles pour les étudiants internationaux. D'abord, il y a quand même certaines bourses, la bourse Bezo qui est disponible pour les étudiants internationaux. Malheureusement, les bourses fédérales, bourses externes ne sont pas éligibles pour les étudiants internationaux. Les deuxièmes bourses, le deuxième type de bourse sont provinciales. La bourse Bezo, c'est un concours qui est ici à l'université. C'est à l'interne, on reçoit une allocation du gouvernement ontarien. Et c'est un concours qui est mélangé avec les étudiants de maîtrise et doctorat. Ils sont offerts pour seulement 1 an, puis ils ont une valeur de 15 000 la bourse Bezo est la plus populaire. Souvent, on reçoit environ 200 à 250 applications, puis on a souvent une soixantaine de bourses. D'abord, on a quand même un grand nombre de bourses et on a pas mal d'applications pour ça. C'est extrêmement populaire. Le concours Bezo a aussi un deuxième concours qui est juste pour les étudiants internationaux. Encore une fois, c'est un mélange de maîtrise et doctorat. Mais malheureusement, les dernières années, le gouvernement provincial a coupé pas mal le nombre de bourses qui est éligible pour les étudiants internationaux. L'université, en total, reçoit 7 bourses pour les étudiants internationaux et c'est un concours extrêmement compétitif. Il y a des années que la faculté de sciences sociales n'a reçu aucun de ces 7 bourses. Mais les 2 dernières années, on a eu un peu plus de succès. L'année dernière, on a eu 3 des bourses. Puis souvent, les 7 bourses sont réparties entre 4 bourses pour les sciences, sciences, médecine, génie, et 3 bourses pour les humanités, et arts et sciences sociales. Et l'année dernière, on a reçu tous les 3 bourses. Mais on a eu environ une cinquantaine d'applications, puis typiquement, il y a 3 bourses disponibles pour les étudiants internationaux. C'est un concours extrêmement compétitif. En termes de le concours Bezo, les dates limites sont identiques. On va rentrer dans les dates limites à venir, mais c'est le 1er décembre pour le concours Bezo. Et l'autre aspect, c'est le gouvernement du Québec ont un concours similaire. Et souvent, les étudiants ne pensent pas qu'ils sont éligibles parce qu'on est une université ontarienne, mais il y a une exemption pour l'Université d'Ottawa qui est éligible pour ce concours, le FQRSC. Ce concours est entièrement géré par le gouvernement du Québec. Les applications ne passent pas à travers notre faculté, notre université. Il y a des bourses de maîtrise et bourses de doctorat. Ces dates limites sont beaucoup plus tôt que les dates limites du Bezo. C'est pour ça qu'on aimerait passer à travers ces informations puis les dates limites à venir. Sont offerts aux résidents du Québec seulement, mais il y a un petit astérix là-dedans. On a plusieurs étudiants qui habitent à Gatineau. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'ils habitent à Gatineau, puis ils sont maintenant éligibles pour la RAMU. Les étudiants
qui ne viennent pas du Québec, mais qui sont éligibles pour la RAMU, sont aussi éligibles pour la bourse FQRSC. D'abord, c'est vraiment important si vous habitez à Gatineau puis vous avez votre RAMU, vous êtes possiblement éligible pour le FQRSC, ou si vous êtes un étudiant du Québec qui est encore considéré comme un résident du Québec, vous êtes éligible, même si vous êtes en l'Ontario, si votre RAMU est encore actif. Il y a plusieurs modalités là-dedans. La maîtrise a une plus grande valeur, le doctorat est quand même une bonne valeur. Et c'est vraiment intéressant comme possibilité pour les étudiants qui sont éligibles pour cette bourse-là. On va rentrer maintenant dans les dates limites. Des fois, on a plusieurs étudiants qui trouvent qu'on fait ces sessions un peu tôt. On veut vraiment vous préparer à le garder en tête. Puis c'est non seulement pour les étudiants qui sont présentement à la maîtrise ou au doc, mais aussi les étudiants quatrième année. La majorité des bourses de la maîtrise prend effet l'année prochaine. D'abord, la bourse, le BESCM, ça, c'est les trois conseils. C'est le CRSH, c'est le concours fédéral. La date limite, c'est le 1er décembre pour les étudiants qui commencent soit en printemps 2024, soit à l'automne 2024 ou à l'hiver 2025. D'abord, on va vraiment penser un an à l'avance à ces concours-là. D'abord, pour les concours de maîtrise, le concours fédéral, la date limite, c'est le 1er décembre. Pour le concours provincial ontarien, la BESO, c'est le 1er décembre. Et pour le concours de la maîtrise provinciale du Québec, le FAQSC, c'est le 4 octobre, ce qui est quand même assez proche. Certaines de ces demandes peuvent prendre 1, 2 ou 3 semaines à préparer, surtout si tu cours après des professeurs pour les lettres de recommandation. D'abord, c'est très important de prendre l'avance pour l'année à venir. D'abord, quelque chose à noter qui applique pour la maîtrise puis le doctorat, c'est que on vous encourage à appliquer à le plus de bourses externes possible. C'est important d'appliquer au concours fédéral si vous êtes éligible et le concours provincial si vous êtes éligible. Dans le cas pour les étudiants du Québec, c'est important d'appliquer à celle de l'Ontario et du Québec. Tu ne peux pas tenir une bourse fédérale et provinciale en même temps. Tu dois prendre un choix. C'est assez simple lorsque le CRSH te donne 17 500 puis la bourse BESO te donne 15 000, lequel que tu vas choisir. La bourse fédérale est souvent un peu plus prestigieux puis plus d'argent. D'abord, c'est un choix facile. Mais si jamais vous êtes un étudiant du Québec qui reçoit la bourse BESO puis la bourse FRQAC, on a déjà entendu, il y a des possibilités que tu peux tenir les deux en même temps. D'abord, ça vaut la peine de vraiment appliquer le plus de concours que tu es éligible parce que ça va augmenter vos chances à avoir du financement. Pour le doctorat, c'est une des raisons qu'on fait la session assez tôt. Les dates limites sont beaucoup plus tôt. D'abord, c'est très important que vous regardez vos dates limites. Pour le concours des agents subventionnaires fédéraux, les trois conseils, puis je cible souvent le CRS, mais c'est les mêmes dates pour celle de la santé et sciences. La date limite pour les étudiants qui rentrent au doctorat l'année prochaine ou qui sont présentement au doctorat, la date limite, c'est le 17 octobre. Ça s'en vient assez vite. Pour le concours BESO, c'est les mêmes dates de la maîtrise, c'est le 1er décembre. Et pour le concours provincial FRQAC, c'est le 4 octobre. D'abord, c'est très important de garder un œil sur ces dates-là. Il n'y a pas de flexibilité. Ah, j'étais en voyage ou quelque chose. Les dates limites sont extrêmement strictes et il n'y a pas de flexibilité. Il y a plusieurs choses qui sont dans votre propre contrôle en termes de description de recherche ou curriculum vitae, mais il y a d'autres choses qui sont en dehors de votre contrôle. Les lettres de recommandation avec les professeurs, c'est de prendre l'avance, puis on va vous partager certains trucs. La majorité de ces demandes ont leur propre portail, puis on va passer à travers ça. Puis le concours BESO qui passe à travers un portail à l'interne de l'Université d'Ottawa. En termes d'admissibilité, des fois, regarder les sites web des agences subventionnaires, c'est lire les directives d'une prescription de médicaments. Il y a tellement d'instructions qui sont un peu confusantes, et dans des terminologies bureaucratiques, c'est tellement important de vraiment regarder à les critères d'éligibilité.
On commence avec la BESO, la bourse provinciale. Comme j'ai mentionné, il y a un concours pour les citoyens canadiens résidents permanents, mais aussi il y a un concours pour les étudiants internationaux. D'abord, la BESO pour les étudiants internationaux, c'est le concours que tu dois te cibler dessus. C'est un concours extrêmement compétitif, mais les étudiants internationaux sont éligibles pour le concours BESO. Encore une fois, comme j'ai mentionné, on parle déjà pour l'année prochaine. Euh, ces bourses rentrent en vigueur le plus tôt, c'est le mai 2024. On n'a aucun programme ici en sciences sociales qui fait des admissions en mai 2024, mais c'est soit le mai 2024, le septembre 2024 ou l'hiver 2025. D'abord, c'est vraiment si vous considérez à faire des études supérieures l'année prochaine, c'est vraiment de prendre en considération ces bourses externes. Je rentre dans d'autres critères d'éligibilité. Le programme de maîtrise, les candidates et les candidats ne peuvent pas avoir complété plus de 4 trimestres. D'abord, ceux qui ont déjà commencé ici à la faculté de sciences sociales, on parle déjà des étudiants qui ont commencé au plus tard l'hiver 2023. Ceux qui ont commencé en hiver 2023 sont quand même éligibles pour l'instant pour ces bourses. Mais c'est vraiment important de regarder à ces critères. Les agences ont des petites variations de la manière qu'ils comptent le nombre de trimestres qui étaient complétés. D'abord, c'est important de passer à travers ces exigences lorsque vous regardez votre éligibilité. Il y a souvent des étudiants qui ont dépensé 2-3 semaines à préparer une demande, puis en fin de compte, la première critère d'éligibilité de nombre de mois complétés dans le programme, ils dépassent déjà ce critère-là, puis leur dossier est automatiquement inéligible. D'abord, ce critère-là, c'est un critère qui pose beaucoup de confusion dans le passé avec les étudiants parce qu'ils ne pensent pas que c'est un critère important, puis ils vont écrire Ah, j'ai déjà terminé 6 trimestres, mais j'applique quand même. C'est automatiquement un refus. D'abord, c'est important de regarder. Au DOC, pour la bourse PESO, c'est 13 trimestres. C'est important de noter les trimestres d'été, même si c'est un cours d'1 mois, les trimestres d'été sont comptés par ces agences subventionnaires comme des trimestres de 4 mois. D'abord, c'est vraiment, vraiment important de considérer ces trimestres comme des pleins trimestres. Puis l'autre aspect, c'est que si vous avez pris un trimestre de congé, mais vous n'avez pas demandé pour un congé officiel, ça compte souvent quand même comme un trimestre inscrit. D'abord, c'est vraiment important de regarder attentivement à vos relevés de notes pour bien compter le nombre de trimestres complétés dans votre programme. L'autre aspect d'éligibilité qui cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion, c'est les calculs de moyenne. Les calculs de moyenne sont un peu différents des calculs de moyenne d'admission. On doit respecter les critères établis par les agences subventionnaires. Pour les étudiants qui ont complété moins de 24 mois aux études supérieures, d'abord, n'importe qui applique pour la maîtrise l'année prochaine ou n'importe qui a débuté leur maîtrise cette année, qui n'a pas fait d'études supérieures dans le passé, l'agence subventionnaire nous demande de prendre les 2 dernières années de cours suivis à temps plein. Puis il y a beaucoup de petits astérix de ce qui est considéré comme une année temps plein. Puis on peut regarder, on a des diapos qui montrent les calculs. Puis les 2 dernières années individuellement doivent être au-dessus de 8,0. D'abord, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce que ça veut dire. On veut vraiment concentrer là-dessus, comment les calculs sont déterminés, mais c'est un critère extrêmement important qui peut causer des dossiers à être refusés instantanément. L'autre, pour les étudiants qui ont complété plus que 24 mois aux études supérieures, on parle souvent aux étudiants au DOC, c'est un calcul qui est composé de tous leurs cours suivis aux études supérieures, puis la moyenne doit être au-dessus de 8,0. D'abord, c'est vraiment un défi, même pour nous autres, à déterminer toutes ces règles d'éligibilité, mais je comprends que c'est extrêmement confusant pour les étudiants. C'est important de prendre l'avance pour ces demandes pour s'assurer que vous êtes éligible et de poser les questions aux besoins pour qu'on puisse vous aider pour éviter du travail pour rien en même temps. En termes d'admissibilité, pour le CRSH, malheureusement,
puis c'est la même règle presque pour les autres sciences et sciences de la santé. Tu dois être un résident permanent ou un citoyen canadien. Ce concours est malheureusement pas disponible pour les étudiants internationaux. C'est des règles par les agences subventionnaires fédérales qui est déterminé. Je concentre présentement sur le concours du DOC, mais les règles sont... On va aussi discuter bientôt des règles pour la maîtrise. Tu ne peux pas appliquer pour les 3 agences. Tu dois choisir une des 3 agences. Tu ne peux pas appliquer en sciences de la santé et l'agence subventionnaire des sciences humaines. Tu dois choisir lequel qui va toucher le plus sur votre recherche. Souvent, c'est lié en fonction de ce que ton superviseur potentiel ou ton superviseur est en train de faire la recherche. Mais la majorité de nos étudiants appliquent à la CRSH, mais il y a certains étudiants en psychologie qui appliquent à l'Agence subventionnaire de sciences de la santé et de sciences. Au moment de l'entrée en vigueur, la bourse est inscrite à temps plein dans un programme de doctorat ou programme combiné. D'abord, tu peux appliquer sans être admis encore à notre programme. Mais si tu es refusé admission, malheureusement, même si tu es choisi pour la bourse, tu ne serais pas capable d'obtenir la bourse. Au doctorat, la CRSH peut être transférée à d'autres universités. Les étudiants qui sont présentement à l'Université d'Ottawa doivent appliquer à travers l'Université d'Ottawa et c'est transférable. Mais à la maîtrise, malheureusement, la bourse doit être maintenue ici à l'Université d'Ottawa. D'abord, pour la maîtrise, si votre but, c'est d'appliquer à l'Université de Toronto ou l'Université Carleton, tu dois appliquer à travers leur concours CRSH. C'est très important pour la CRSH au doctorat de regarder aux critères d'éligibilité. Lorsque j'ai montré le diapositive pour les montants pour le CRSH au doctorat, on a montré 2 montants, le 20 000 puis le 35 000, je pense. Il y a 2 bourses, puis c'est particulier à CRSH. Puis tu as besoin d'avoir un critère d'éligibilité d'être en dessous de 24 mois. Mais il y a aussi une deuxième bourse que c'est pour ceux qui sont éligibles, qui ont fait jusqu'à 48 mois d'études dans le programme. D'abord, pour le CRSH, il y a beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants au programme de doctorat d'être éligibles pour des bourses. D'abord, c'est important de regarder à ces 2 critères d'éligibilité au doctorat pour le CRSH. Malheureusement, pour le CRSNG et le IRSC, le critère est 24 mois. Ils n'ont pas cette deuxième option de 48 mois. D'abord, c'est vraiment, vraiment important de vraiment regarder les critères d'éligibilité. Et s'il y a un petit doute, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous partager le courriel. C'est scsgrad@uottawa.ca. On va le rementionner plusieurs fois. C'est important d'utiliser ce courriel-là parce qu'on a toute une équipe qui va répondre à vos courriels le plus vite possible parce que certaines de ces dates limites approchent assez rapidement. J'ai mentionné 1 ou 2 fois que psychologie est particulier. Il continue d'être particulier parce que c'est un programme combiné. C'est un programme que tu es admis dans la maîtrise avec un trajet au doctorat qui est presque automatique avec certaines validations dans la 2e année. Ils ont certaines exceptions de la manière de leur éligibilité pour les bourses, surtout des agences subventionnaires fédérales. Les étudiants qui planifient de rentrer dans le programme psychologie clinique ou expérimentale, s'ils sont en 4e année présentement, ils doivent appliquer au concours de la maîtrise. C'est important d'appliquer à la CRSH de maîtrise, même si c'est un programme combiné de maîtrise-doctorat. Pour ceux qui ont commencé cette année à la maîtrise, ils ont un avantage qu'ils peuvent appliquer encore une fois cette année au concours de la maîtrise, puis ça va augmenter leur nombre d'années d'éligibilité pour le concours au doctorat. D'abord, n'importe qui a commencé cet automne dans le programme de
MA, PhD en psychologie clinique ou expérimentale sont toujours éligibles d'appliquer pour le concours CRSH de maîtrise pour l'année à venir parce qu'ils sont encore dans le programme de maîtrise pour la session de printemps 2024. Ils peuvent activer leur bourse de maîtrise en printemps 2024, puis ça va augmenter leurs années d'éligibilité pour le programme de doctorat pour les années à venir. D'abord, c'est quelque chose qui est particulier pour le programme de psychologie clinique et psychologie expérimentale, et c'était très important de noter cette exception. En termes de critères d'éligibilité pour... Pardon? Oh. Harry, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Oui, je ne vois pas le chat, oui. Non, c'est pas le chat. Ceux qui ont des questions, au lieu de lever la main, si vous pouvez mettre vos questions dans le chat, ça va nous permettre de vous répondre. Puis si on n'a pas la réponse, on va vous répondre à la fin de la séance. Oui, mes excuses, mon écran me montre seulement la présentation. Juste pour retourner sur le CRSH de maîtrise, les étudiants ne doivent pas avoir complété plus de 12 mois d'études du programme de maîtrise par le 31 décembre. D'abord, ceux qui ont commencé cette année sont toujours éligibles. Ceux qui ont commencé à l'hiver dernier sont toujours éligibles. C'est vraiment important de regarder à chaque concours pour les exigences particulières. Puis pour le CRSH, n'importe qui est en 4e année qui rentre dans le programme de maîtrise l'année prochaine doivent appliquer. Ils sont éligibles parce qu'ils sont dans le 0 à 12 mois de compléter dans la maîtrise. Mais c'est important de savoir pour les bourses des agences fédérales que le CRSH est particulier à l'université que tu appliques. D'abord, si votre plan est de faire des études de maîtrise à une autre université, c'est de te renseigner de leur propre date limite parce que la bourse de maîtrise CRSH n'est pas transférable au niveau de la maîtrise. All right. D'accord, merci Terry. Donc, maintenant qu'on a réglé les questions d'éligibilité, des dates butoirs, des options que vous avez, on va se mettre en route pour la rédaction de la demande, puis le processus d'évaluation. OK? Donc, comme on vous a dit dès le départ, il est vraiment important de commencer tôt, de regarder vraiment ce que vous voulez faire et de faire plusieurs ébauches de votre demande. Hein, la première ébauche n'est souvent pas la bonne, donc il faut y retravailler. Avec votre superviseur, vous pouvez soumettre votre première ébauche pour dire, bon, il l'a rencontré. Mais il faut donner vraiment le temps au professeur de vous écrire des bonnes lettres de référence. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire ça tôt. Et il faut demander au professeur avant, est-ce que vous êtes disponible pour faire l'évaluation? Parce que le professeur peut être en sabbatique, n'est pas disponible, peut refuser. Donc, c'est vraiment important de faire ça tôt. Donc, faites un premier exercice, résumez votre projet. Et ça, c'est un exercice qui va vraiment vous aider à mettre les choses en place dans votre tête. Pas juste pour les autres, mais pour vous-même aussi. Donc, on communique avec les répondants le plus tôt possible. Si vous êtes dans le programme de doctorat, il ne faut pas mettre la même lettre que vous avez fait pour votre demande d'admission parce que là, vous allez parler à un public différent. Et un public, des fois, qui est en dehors de votre discipline. Hein? Les comités d'évaluation, c'est, bon, évidemment, il y a un lien avec votre discipline, mais c'est aussi des gens de l'extérieur. Quand vous faites aussi une demande, c'est important d'être au courant de ce qui se passe autour de vous, dans le monde. Et des fois, écrire une petite phrase qui amène l'actualité de votre sujet, ça peut être intéressant. Et donc, vérifiez les délais. Donc, faites-vous, moi, je dis souvent à mes étudiantes, tu te fais comme un genre de, bon, chaque semaine, je fais quoi, ou chaque jour, je suis rendu là, je suis rendu là, le 18 septembre, je fais ça, le 22 septembre, je fais ça, c'est très important. Donc, vérifiez les délais. Maintenant, pour en quoi consiste une demande de bourse de doctorat. Donc, ça comprend évidemment le formulaire web, une proposition de recherche, une bibliographie et des citations, les relevés de notes officielles, OK, à jour de vos études de premier cycle et cycle supérieur, vos contributions à la recherche, l'expérience, les activités pertinentes, une lettre officielle qui confirme votre statut d'étudiant à temps partiel ou
votre congé, 2 lettres d'appréciation aussi. Donc ça, c'est important et vous allez voir tout le long de ce que je vais présenter, c'est une façon aussi il faut se vendre, hein, parce que vous pouvez être très, très bon, mais si vous ne le présentez pas bien, ça ne passera pas. Donc ça, c'est important. Maintenant, au niveau des critères d'évaluation. Donc, la prochaine slide. Donc, les critères d'évaluation. OK? Donc, les comités de sélection sont multidisciplinaires. OK? Donc, ils vont regarder différentes choses. Ils vont regarder les résultats obtenus tels que reflétés dans les relevés de notes, les prix, les bourses, les mentions. Ils vont regarder aussi le programme d'études et de recherche et la contribution éventuelle à l'avancement des connaissances. OK? Qu'est-ce que vous allez contribuer, vous, quand vous allez faire cette recherche-là? L'expérience professionnelle et universitaire pertinente, notamment la formation à la recherche, dont témoignent les articles publiés, les communications faites à des conférences et évidemment les évaluations des 2 répondants. Parfait, merci Sylvie. Je vois beaucoup de questions dans le chat sur mon téléphone, mais je ne le vois pas sur mon grand écran. On va essayer notre mieux de les répondre dans le chat, mais je t'assure qu'à la fin, je vais prendre aussi longtemps que nécessaire de répondre aux questions au chat. La manière que le BESO est évalué, c'est l'étudiant soumet une demande à travers un portail qui va être disponible vers le mi-octobre. Pour ceux qui ont appliqué l'année dernière, c'était un nouveau portail. Il y avait beaucoup de défis avec le portail. Ils ont travaillé dessus tout l'été, puis on espère que ça va être un peu plus stable cette année. On espère d'être de retour encore une fois cette année avec les lettres de recommandation en ligne. L'année dernière, on avait besoin d'utiliser un processus manuel qui était moins idéal. D'abord, le 1er décembre, on reçoit toutes les applications qui sont complètes. On fait une première analyse à notre bureau pour l'éligibilité. Comme j'avais mentionné, on regarde au critère des moyennes, le nombre de mois, puis il y a un autre critère aussi que tu ne peux pas avoir eu la bourse pour X nombre d'années. D'abord, on valide dans un premier instant que le dossier est éligible. Ensuite, les dossiers sont envoyés aux unités pour une évaluation de premier lieu. Chaque unité font leur premier classement. Puis c'est en respect des critères établis pour chaque bourse. Ils ont des petites variances entre les agences subventionnaires provinciales et fédéraux. Ensuite, la faculté, il y a un comité facultaire qui est impliqué surtout pour le concours international parce qu'on n'a pas un quota garanti, on n'a pas un nombre de bourses garanti. D'abord, on prend les classements départementaux et on les envoie ensuite à un comité facultaire qui les classe pour les envoyer à un concours universitaire. D'abord, il y a un deuxième niveau de rendement en respectant toujours le classement du département parce que c'est eux qui connaissent un peu leur domaine mieux. Pour la bourse BESO, surtout pour le concours international, il y a plusieurs niveaux de classement. Pour le concours canadien, qui était commencé l'année dernière et qui a bien fonctionné, chaque unité reçoit un quota garanti de nombre de bourses basé sur les performances historiques et en fonction du nombre d'applications éligibles. D'abord, on essaie de vraiment respecter le classement du département et chaque unité reçoit une allocation de bourses basée sur plusieurs facteurs de nombre de dossiers éligibles, le nombre de bourses qui est octroyé par la province et il y a beaucoup plus de contrôle maintenant par l'unité. Ensuite, les classements sont soumis au Bureau des études supérieures si jamais il y a des petits ajustements. Et les décisions sont ensuite communiquées vers le mi-avril, fin avril, suite au concours des agences subventionnaires fédéraux. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas avoir les 2 bourses. D'abord, si tu reçois les bourses CRSH vers le 1er avril, puis tu l'acceptes, ensuite tu serais plus éligible pour la bourse provinciale parce que tu ne peux pas avoir les 2 en même temps. Pour la CRSH, c'est le propre portail du gouvernement du Canada. Souvent, ça
ça s'active vers le début octobre. C'est possible que le concours est peut-être live maintenant, mais c'est de regarder sur leur site web, puis de t'assurer d'appliquer pour le bonne agence subventionnaire. La majorité de nos étudiants sont CRSH, mais certains étudiants en psychologie pourraient être éventuellement dans celle de la science à la santé ou celle de la science. Au DOC, la date limite, encore une fois, c'est le 17 octobre. C'est possible, des fois, ils font des ajustements des dates limites si jamais il y a des problèmes techniques. C'est vraiment de regarder sur leur propre site puis respecter leurs détails qui sont sur leur site web. On reçoit les dossiers vers le 18 octobre. On fait une analyse d'éligibilité. Celui-là passe, pour le DOC, ça passe à travers un comité départemental. Et ensuite, il y a un comité facultaire. Pour le concours, pour les doctorants, on n'a pas de quota garanti. On a un quota de nomination qu'on peut envoyer ensuite au concours national. Souvent, on reçoit entre 70 à 80 dossiers pour le concours CRSH doctoral. Et souvent, on peut recommander la moitié au concours national. Puis notre taux de succès, c'est entre 50 et 60 ensuite au concours national, mais on n'a pas de garantie de nombre de bourses éligibles. Et encore une fois, ces résultats sont souvent envoyés vers le début avril, puis on doit attendre les nouvelles des agences subventionnaires. Une chose qui est applicable pour le concours BESO et le concours CRSH au doctorat et à la maîtrise, c'est que dès qu'on reçoit les dossiers, on fait une évaluation assez rapide des critères d'éligibilité. Pour la CRSH, souvent, on fait une analyse des 80 dossiers en temps de 2-3 jours. Pour le concours BESO, on reçoit 200 à 250 dossiers, puis on a souvent une semaine ou deux pour faire des analyses d'éligibilité. On est humain, les règlements changent de temps en temps, puis il y a des ambiguïtés. Lorsque un dossier est inéligible, on les avise le plus tôt possible. Souvent, le courriel vient directement de ma part et on explique pourquoi vous êtes inéligible. On fait double, triple vérification, mais une fois sur 20 dossiers inéligibles, des fois, on fait des changements d'idée où on a manqué un document ou on a mal interprété un document, puis on a la possibilité de corriger ces erreurs. On se donne souvent assez de temps du point qu'on vous avise que vous êtes inéligible de faire une correction au besoin si on a manqué quelque chose. S'il y avait un congé qui n'était pas indiqué sur un relevé de notes, puis on a une confirmation quelque part, puis le nombre de mois terminé et respecte le critère, on a du temps à faire des corrections d'abord. Si jamais vous recevez un courriel d'inéligibilité, regarde le raisonnement qu'on vous donne. Si vous pensez qu'il y a une erreur, c'est très important de nous contacter. Puis souvent, je vais personnellement vous rencontrer soit virtuellement ou en personne pour regarder si on peut faire des corrections. C'est de garder en tête qu'on doit respecter les critères établis par les agences subventionnaires. Ils font des vérifications de temps en temps. Si jamais on brise les règles, on peut être pénalisé, on peut en perdre des quotas. D'abord, on doit être très strict, mais en même temps, il y a tellement de zones grises des fois dans certains de ces critères que des fois, il y a des erreurs humaines, puis on se donne assez de temps pour faire des corrections. J'avais mentionné auparavant, je vais prendre une chance, du temps en même temps de parler du CRSH. J'ai vu un point dans le chat à cause que j'avais mentionné tellement psychologie, est-ce que les autres disciplines sont éligibles? Tous ces bourses-là sont éligibles aux étudiants de tous les domaines ici à la faculté. D'abord, n'importe qui applique pour une maîtrise ici à la faculté de sciences sociales, s'ils remplissent les critères d'éligibilité de citoyenneté ou de moyenne ou de temps dans le programme, sont éligibles pour ces bourses-là. D'abord, ça applique à anthropologie, ça applique à économie, ça applique à psychologie, c'est important. L'autre question que j'ai vue vite faite sur mon téléphone, c'était
est-ce que l'option cours est éligible pour ces bourses-là? Certains des agences subventionnaires mentionnent que les options cours sont éligibles. Je n'ai pas vu aucun changement encore, mais il y a certaines agences qui continuent de faire des changements, même jusqu'à maintenant. D'abord, c'est important de garder un œil là-dessus, mais ils expliquent que c'est un plus grand défi pour les étudiants dans les options cours parce que ils doivent quand même justifier la recherche qu'ils vont faire. D'abord, si je regarde le programme de maîtrise en sociologie, ils ont quand même une composante qui est assez recherche appliquée. Leur dernier cours dans le trimestre d'été est quand même intense dans la recherche. Il y a quand même des moyens de justifier la composante de recherche, mais c'est un peu plus grand défi pour l'option cours parce que si tu fais un programme avec un mémoire, un programme avec thèse, il y a quand même euh, il y a déjà beaucoup plus anticipé du composante de recherche et ils ont l'avantage, mais ce n'est pas impossible pour l'option cours. OK, on a parlé des moyennes et puis les manières qui sont calculées. C'est très important lorsque j'ai mentionné les deux types de calcul de moyenne. Il y a les étudiants qui ont moins de 24 mois aux études supérieures. Puis ça veut dire n'importe quelles études supérieures. Si tu as déjà fait un bac en musique, puis soudainement tu veux une maîtrise en musique de 2 ans, puis maintenant tu vas faire une maîtrise d'économie, ils regardent à tous les études supérieures combinées. D'abord, si vous avez fait moins de 24 mois d'études supérieures, la manière que le calcul est complété, c'est qu'il prend les 2 dernières années de temps complet comme deux calculs séparés, puis les deux doivent être au-dessus de 8.0. D'abord, dans l'exemple qu'on a donné, c'est qu'un étudiant, dans leurs dernières années, ils ont bien fait, c'est presque toutes des A, il y a un B+, la moyenne est un 8.5. Le décimal n'existe pas, mais la moyenne est au-dessus de 8. L'avant-dernière, leur troisième année au bac, ils ont eu un peu plus de difficultés. Il y a un B qui a une valeur de 6, il y a quelques B+. La moyenne est en dessous de 8. Il y a certains étudiants qui voient, OK, j'ai un 8.5 et un 7.9. Combiné, ça fait un 8. Mais la manière que les agences subventionnaires veulent qu'on calcule ces moyennes, c'est vraiment comme 2 années séparées. Les deux doivent être au-dessus de 8. D'abord, malheureusement, dans cet exemple ici, l'étudiant ne serait pas éligible pour les bourses BESO et les bourses CRSH à la maîtrise. C'est important de noter pour la maîtrise, pour toutes les bourses fédérales, provinciales, il y a un calcul de moyenne exigé. Au DOC, pour le concours fédéral, il ne calcule aucune moyenne. Mais au DOC, pour le concours BESO, il y a un calcul de moyenne. D'abord, la maîtrise, on va toujours calculer la moyenne, soit les 2 dernières années, s'ils n'ont pas fait aucune étude supérieure ou ils ont fait moins de 24 mois. Mais d'abord, on va le calculer pour BESO, pour les agences subventionnaires fédérales. Mais au DOC, c'est seulement le concours BESO qui va avoir un calcul de moyenne. D'abord, l'autre manière de calculer, c'est si les étudiants ont fait plus que 24 mois d'études supérieures, on prend tous les cours des études supérieures, puis on calcule une moyenne. La moyenne doit être au-dessus de 8.0. Dans mon exemple, si quelqu'un a fait déjà une maîtrise en musique, puis soudainement, ils vont faire une maîtrise en psychologie, le règlement exige qu'on calcule tous les études supérieures. D'abord, on doit prendre en considération, même s'ils ont malheureusement échoué la maîtrise en musique, on doit prendre tous les notes, même si ce n'est pas applicable dans les recherches futures. Le critère exige qu'on prenne tous les études supérieures. C'est important de garder ça en considération. Lorsque vous regardez les demandes de bourse, ils vont exiger tous les relevés de notes officiels. Ça ne peut pas être un print screen d'un écran des études antérieures. Il veut tous les relevés de notes de toutes vos études postsecondaires. D'abord, c'est très important de
commencer à commander ces relevés de notes si vous avez l'intention d'appliquer pour ces bourses, parce que c'est très important lorsqu'on fait la calcul de moyenne qu'on a tous les relevés de notes. C'est un des critères d'éligibilité d'avoir tous les documents soumis. Aussi, c'est important, des petits points sur les calculs de moyenne. Les notes des autres établissements sont converties à l'échelle de notes de l'Université d'Ottawa. D'abord, les moyennes ne sont pas toujours égales de celles de l'Université d'Ottawa. Il y a des échelles de conversion que des experts de l'Université d'Ottawa ont déterminé être équivalents à l'Université d'Ottawa. D'abord, on a des outils à l'interne qu'on utilise pour convertir les notes. Les exemples qu'on a donnés dans le PowerPoint sont assez simples. C'est tous les 3 crédits, puis c'est un barème de l'Université d'Ottawa. C'est important de noter si vous avez suivi des cours de 6 crédits ou de 9 crédits. Ça change un peu l'allocation des notes, puis ça a un impact sur la manière que la moyenne est calculée par nos outils. Il y a souvent la question, est-ce que les trimestres d'été sont comptés? Oui, sont comptés. Mais on compte seulement les notes numériques ou alphanumériques. Les notes SNS ne sont pas prises en considération. Et une année temps plein est considérée en fonction de l'équivalence à temps plein. D'abord, si tu as suivi 3 trimestres de temps partiel, on prend 2 trimestres de temps partiel comme un équivalent à un trimestre de temps plein d'abord. Souvent, on va prendre plus qu'une année si vos études sont seulement suivies à temps partiel d'abord. Souvent, on va prendre 4 trimestres de temps partiel pour trouver une équivalence d'une année de temps plein lorsqu'on fait les calculs. Il y a beaucoup de particularités avec les étudiants de temps partiel. D'abord, si vous êtes en train de faire vos études de temps partiel, puis vous prenez en considération ces bourses, ça serait important de nous contacter à scsgrad@uottawa.ca pour qu'on regarde un peu votre dossier pour s'assurer que vous êtes éligible. Merci, Terry. Donc, on retourne au programme d'études à la demande comme tel. Donc, je pense que tous ces éléments-là dont Terry a parlé, très, très importants. Donc, là, vous êtes prêts à faire votre demande. Donc, le programme d'études, quand vous faites votre demande, il y a programme d'études, c'est la section la plus importante de la demande parce que c'est vraiment la vitrine. C'est vraiment, les gens, ils regardent ça tout d'abord. Donc, il ne faut pas oublier son auditoire. Il ne faut pas utiliser trop de langage technique, pas de jargon. Il faut contextualiser. Donc, pourquoi on devrait se soucier de votre projet? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi cette recherche-là est importante? Et dites pas, s'il vous plaît, cette recherche n'a jamais été faite dans le monde parce que c'est pas une justification suffisante, mais aussi, c'est peut-être faux et probablement faux parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, quelqu'un peut dire, ben non, là, il ne l'a pas partout, OK? Donc, pourquoi vous? C'est quoi vos compétences? Quelles sont les compétences que vous avez qui font en sorte que vous êtes capable de mener à terme cette recherche puis que vous êtes la bonne personne pour faire ça? Donc, vous faites référence à ce que vous écrivez. Vous pouvez faire référence aux recherches de votre superviseur parce que aussi, c'est important dans la demande avec qui vous travaillez. Est-ce que c'est pertinent que vous travaillez avec ce professeur-là sur ce sujet-là? OK? Donc, mettez pas plus de citations de référence juste pour remplir de l'espace. OK? Ça arrive. Surtout au début, quand on commence notre écriture, des fois, on ne sait pas trop quoi dire, donc on en met plus. Mais le plus qu'on fait des brouillons, le plus qu'on commence à mettre des éléments beaucoup plus intéressants. Donc, il ne faut pas vraiment remplir l'espace juste pour remplir l'espace. Si vous travaillez sur un sujet controversé, il est permis de prendre position, mais tout en communiquant votre compréhension qu'il y a d'autres points de vue. OK? C'est important. Parce qu'il y a vraiment un équilibre à avoir entre se positionner comme quelqu'un qui a l'autorité puis quelqu'un qui commence dans le domaine. OK? Maintenant, les composantes du programme de recherche. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer avec des exemples qui illustrent l'importance du projet. Ne gardez pas la bonne matière, les choses croustillantes juste à la fin. Donc, vous voulez accrocher votre lecteur. OK? L'exemple que vous allez fournir doit contribuer à contextualiser le projet pour les non-spécialistes. OK? Surtout, il devrait être des plus intéressants pour le comité des chercheurs de diverses disciplines
autre que la vôtre. OK? Donc, quand vous faites votre présentation, n'oubliez pas, vous allez parler à des gens qui sont hors discipline, donc il faut vraiment les accrocher et expliquer pourquoi c'est important. C'est beau, Terry? Je vais parler brièvement. J'ai juste un diapositive cette fois. On voulait souligner un peu le critère d'évaluation de CRSH. C'est un peu différent entre la maîtrise puis celle du doctorat. La maîtrise met un peu plus d'emphase sur les résultats académiques, soit au bac ou soit la maîtrise. Il y a un 50% sur l'excellence universitaire. Et ensuite, un 30% sur le potentiel en recherche, puis un 20% sur le caractéristiques et habilités en relations interpersonnelles. D'abord, j'ai vu certaines questions, je n'ai pas de superviseur encore, comment est-ce que je vais développer ça? Je ne sais pas si je vais faire ma maîtrise. Il y a quand même à la maîtrise une grande composante qui regarde à vos résultats académiques. En même temps, il y a beaucoup de possibilités. En 4e année, souvent, tu es en train de parler avec des professeurs. Peut-être il y a certains professeurs qui peuvent t'aider, t'accompagner sur les autres aspects de potentiel en recherche. Puis ça pourrait commencer les conversations pour des superviseurs du futur. Il y a plusieurs unités qui vont commencer à faire des séances d'information aussi eux-mêmes pour les études sup qui s'en viennent. D'abord, il y a beaucoup de possibilités pour les étudiants de 4e année de travailler là-dessus, mais une grande partie de la maîtrise, c'est sur l'excellence universitaire. L'inverse, pour le doc, comme j'ai mentionné, surtout pour le CRSH, ils ne demandent même plus une moyenne d'éligibilité. Eux autres, c'est vraiment le potentiel et les aptitudes en recherche et ensuite les expériences et les réalisations pertinentes de leur recherche. D'abord, c'est vraiment 2 composantes. Je n'ai pas inclus la BESO. La BESO reflète un peu plus celle de la maîtrise de CRSH, mais on n'a pas eu encore les derniers critères d'évaluation pour BESO. D'abord, on attend un peu pour les changements. Je voulais juste prendre un moment ici en même temps d'adresser certaines questions qu'on a reçues à travers les formulaires pour ceux qui ont montré intérêt dans la session d'aujourd'hui. Pour certains de ces agents subventionnaires, il y a d'autres critères d'éligibilité qui sont spécifiques pour les étudiants BIPOC et les étudiants autochtones. Les dernières années, c'est plus aux discussions des agents subventionnaires, c'est eux autres qui vont les prioriser lorsqu'on les recommande et on ne reçoit pas d'informations, mais on n'a pas encore reçu les particularités des agences subventionnaires pour ces groupes particuliers et on attend plus de détails. C'est possible que depuis les derniers jours qu'ils ont mis à jour leur site web, d'abord, souvent, ils mentionnent certaines exemptions d'éligibilité ou de critères d'évaluation pour ces groupes spécifiques, mais ce serait de regarder sur les agences subventionnaires pour les détails les plus à jour. Merci. Donc, quelles sont les questions possibles qu'un membre du comité de sélection puisse demander lors de l'évaluation de votre demande? OK? Il va lire votre demande, il va se poser la question, OK, est-ce que ce projet-là est clairement articulé? C'est-tu clair? Ou d'entrée de jeu, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? OK, ça, c'est important. Est-ce que c'est réalisable? OK? Puis ça, je le dis toujours à mes étudiants, c'est que souvent, on m'arrive avec un projet qui est extrêmement intéressant, mais beaucoup trop ambitieux. C'est pas bon, ça. C'est pas bon d'envoyer une demande où c'est trop ambitieux parce que l'évaluateur va dire non, ça se tient pas. C'est un projet de 10 ans, cette affaire-là. OK? Puis c'est normal que vous ayez cette tendance-là à faire ça. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir du feedback, des fois d'un ami, d'un collègue qui est au doctorat ou à la maîtrise, quelqu'un qui peut le lire aussi. Pas juste les profs, là, mais vous pouvez le faire lire par d'autres. Est-ce que votre projet est fondé sur une méthodologie efficace qui est bien défendue? Et ça, je vais revenir tantôt à la méthodologie, c'est très important. Donc, on sait bien que les projets, vos idées vont changer et c'est correct, mais il faut vraiment communiquer avec précision ce que vous voulez faire. Et avant de passer à la prochaine, à cet âge, je dirais un élément, par exemple, tu sais, il y a des étudiants qui sont très, très bons, qui ont une très, très bonne moyenne, mais qui ne présentent pas une bonne demande. OK? Vous ne vous faites pas une faveur dans ce sens-là. J'ai un exemple, moi, très concret d'une étudiante au doctorat qui a fait une demande il y a 2 ans. Sa demande était
était correct, mais pas encore très bien fignolé, très bien débattu. Oh, je le savais, elle l'a présenté, elle a eu des commentaires, elle n'a pas eu le CRSH de la première année. Elle a retravaillé de manière substantielle à partir des commentaires des évaluateurs, à partir du travail qu'on a fait ensemble, elle a resoumis et elle a eu le CRSH. OK? Donc, c'était pas l'étudiante la plus forte, mais elle a su travailler et elle l'a eu. Et même, j'ai eu des commentaires d'évaluateurs qui disaient, oh my God, c'était vraiment une demande vraiment très, très améliorée. Okay? Donc, il ne faut pas juste se dire, oh, je suis très bon, j'ai des très, très bonnes notes, donc c'est clair, je vais l'avoir. C'est ce qui va transparaître dans votre demande qui va jouer le rôle. Bien sûr, si vous ne rencontrez pas les exigences, si vous n'avez pas des bonnes moyennes, ça va jouer contre vous, mais ce n'est pas juste ça. OK? Maintenant, la prochaine section. Donc, quelles sont les questions possibles qu'un membre peut se poser? OK? Quand il regarde votre demande. OK? Donc, vous devez vous situer dans les débats théoriques actuels. OK? Parce que vous allez vous préparer à être l'autorité, l'expert du sujet. Donc, il faut se situer. Hein? Vous ne travaillez pas dans un vacuum, vous ne travaillez pas de façon isolée. Il y a d'autres gens qui ont déjà travaillé sur ces dossiers-là, sur ces sujets-là. Donc, c'est important de vous mettre dans ce débat-là. OK? Comment votre recherche va inspirer, va contester les connaissances existantes dans le domaine. Et là, ici, il faut être assez humble aussi. Hein? C'est pas de dire, ah, ben, il n'y a rien de bon qui a été fait avant moi. OK? Ça, évidemment, vous n'allez pas faire ça, je caricature. Mais c'est important d'être positif et de montrer plutôt ce que vous pouvez fournir, vous, dans le débat. C'est quoi votre contribution? La description du projet, la section 3. Donc, la description de votre projet doit être concise, OK? Et n'oubliez pas, il y a des limites d'espace. Donc, il faut être intelligent. Ce n'est pas dire, OK, j'ai écrit 500 mots, il faut que j'en aille 300, fait que je prends les 300 premiers. Non, parce que vous allez tout manquer quelque chose. Donc, c'est pour ça que les versions sont très, très importantes. Vous devez présenter brièvement votre contribution au débat à la littérature existante. Encore une fois, de se positionner dans le débat. Okay? Vous faites partie d'un milieu académique, d'une tradition académique. Il y a déjà des écrits dans le domaine, donc vous vous insérez là-dedans. Vous allez faire une contribution, peut-être aller au-delà, contester certaines choses, mais il faut le placer aussi dans le débat actuel. On doit décrire votre mise en œuvre du projet. Okay? Même si vous n'êtes pas certain, je sais que des fois, on commence à écrire et vous vous projetez dans l'avenir. Okay? Et probablement qu'il va y avoir des changements plus tard, mais il faut montrer que vous avez quand même confiance. Okay? Si vous dites, ben, je ne suis pas sûre, peut-être ça va être bon. Non, il faut vraiment mettre en œuvre notre projet, montrer comment on le met en œuvre. Okay? C'est une section très importante, la description du projet. Les méthodologies. OK? Ça, là, je vous dis, c'est souvent la section qui est la plus oubliée, mais c'est une section tellement importante et souvent, elle est oubliée ou elle est plutôt faible. Donc, ça, travaillez-y. Je ne vois plus. OK. Donc, vous devez démontrer que vous avez pensé à la manière dont vous allez réaliser votre projet parce que, tu sais, vous pouvez avoir une très bonne idée, un très beau projet, mais comment vous allez le faire? C'est quoi votre méthodologie? C'est quoi votre méthode? Okay? Donc, il faut montrer que vous avez pensé à la manière que vous allez réaliser ce projet-là. Quelles sont les approches méthodologiques que vous utilisez? C'est quoi les périodes de temps? Est-ce que vous allez faire des entrevues? Est-ce que vous allez faire des sondages, etc., etc.? Donc, c'est important. Ça, encore une fois, si vous pouvez travailler avec un professeur là-dessus, si vous avez, par exemple, au doctorat déjà un superviseur, ou vous avez travaillé avec quelqu'un, vous êtes en contact avec certains profs et vous pouvez leur demander des conseils ou avec des collègues étudiants aussi. C'est beau, Terry? Oui. Parfait. Cette section ici, on l'inclut un peu pour donner un aperçu de... C'est pas pour rentrer en détail de ce que tu devrais rentrer là-dedans, c'est que on voulait mettre en phase que dans certaines sections, ils sont très spécifiques de ce qu'ils cherchent.
Puis, il y a certains, on parle ici du BESO, mais ça s'applique aux autres concours, c'est que c'est très important d'inclure les informations qu'ils recherchent dans les bonnes sections, là. Surtout si on pense au concours national, CRSH, c'est d'assurer que si quelque chose devrait être dans le curriculum vitae, c'est important de ne pas assumer, oh, je l'ai mis quelque part d'autre, ça va compter. C'est important de bien respecter les critères qu'ils établissent pour les sections. Puis c'est pas juste dans cette section, on veut une bibliographie, puis dans cette section, on ne veut pas. C'est aussi les petits détails. Respecter le nombre de mots, respecter le nombre de pages. Il y a certains portails qui vont te permettre, ils vont limiter le nombre de pages ou limiter le nombre de mots, mais il y a d'autres qui, la technologie ne fonctionne pas, puis les étudiants vont mettre 5 pages lorsque l'exigence est 2 pages. Pour certains de ces concours, ils vont arrêter de lire après 2 pages. D'abord, c'est très important de regarder à tous les choses spécifiques. D'abord, je ne veux pas rentrer trop en détail dans cette section, mais c'est juste de vraiment, vraiment prendre le temps de lire les instructions et de regarder à ça. On veut faire une petite liste de vérification avec certains trucs qu'on a vu qui a vraiment aidé les étudiants les dernières années. Avez-vous relu plusieurs fois votre demande? Les petites coquilles ou des problèmes de grammaire, ça a un impact, surtout au niveau, lorsqu'on regarde les concours qui remontent au concours national. Ça fait toute une différence d'abord. C'est important de prendre le temps. En même temps, de mon expérience, lorsque je relis un document 5, 6, 20 fois, je suis trop dans le dossier qu'il y a des choses qui est tellement évident, je vais manquer d'avoir. C'est important de demander à un ami, un collègue, dans un autre domaine même, de regarder pour s'assurer que ça va être quelque chose qui est lisible pour du monde qui ne sont pas des experts nécessairement dans le champ. D'abord, si vous êtes un étudiant en politique, peut-être parle avec quelqu'un en criminaux ou en sociaux, avoir des perspectives différentes parce que surtout au DOC, au concours national, ça peut être du monde des sciences humaines, ça ne garantit pas nécessairement ça va être du monde de sciences politiques. D'abord, c'est important de rendre ton document lisible pour plusieurs personnes. Les répondants, je l'ai mentionné, c'est important de prendre l'avance. Les étudiants de quatrième année, parlent avec des profs qui vous connaissent. Si tu as eu un A+ dans un cours, mais le prof ne te connaît pas, puis ne peut pas mentionner ton potentiel de recherche, tu n'es pas plus avancé. Si tu es en train de travailler avec quelqu'un qui va éventuellement peut-être devenir ton superviseur, si tu travailles sur un projet d'honneur, une thèse de quatrième année, parle avec eux. C'est vraiment de prendre le temps. Des fois, c'est un peu difficile de les approcher, mais pour plusieurs de ces professeurs, ils sont intéressés de peut-être vous voir l'année prochaine dans la maîtrise. Et surtout, si vous avez du financement des agences subventionnaires, ça te libère un peu plus de te concentrer sur tes recherches l'année prochaine si tu ne dois pas avoir 2, 3 jobs pour te financer. D'abord, ils sont là pour vous appuyer. D'abord, prendre le temps de parler. Je pense qu'il y a certains étudiants de troisième année qui, pensent dans 2 ans de faire la maîtrise. C'est de commencer ces relations maintenant aussi en même temps, d'approcher ses professeurs. On ne peut pas stresser assez de regarder l'éligibilité. Certaines de ces demandes peuvent prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à préparer. Puis si en fin d'année, tu as manqué le critère numéro 1 de nombre de mois d'éligibilité ou la moyenne, tu viens de gaspiller ce temps-là. Si vous avez des doutes de ta moyenne, faites-nous signe. Si vous nous contactez dans les semaines à venir, on peut vous aider. Si la date limite est le 1er décembre, puis tu nous contactes le 30 novembre, malheureusement, on ne peut pas te garantir, on va avoir du temps de vérifier votre moyenne. Mais c'est vraiment d'être proactif et de vraiment, vraiment bien lire les directives des agences subventionnaires. On voulait signaler certaines choses. Pour CRSH ou même les 2 agences subventionnaires, sciences et sciences de la santé, il y a souvent un peu de confusion. D'abord, les étudiants peuvent appliquer directement à l'agence subventionnaire, mais seulement s'ils ne sont pas des étudiants présentement ici à l'université. D'abord, si vous êtes ici en train de faire votre bac, votre maîtrise ou doc,
tu dois appliquer à un établissement canadien qui a un quota. L'Université d'Ottawa a un quota, puis tu dois signaler ça dans votre application, dans leur portail, que tu appliques à un établissement canadien qui a un quota, puis la demande va être envoyée à nous autres. Si vous appliquez à la mauvaise agence, c'est possible que vous allez être refusé. D'abord, c'est vraiment l'Université d'Ottawa a un quota pour le CRSH, puis tu dois appliquer à travers l'Université d'Ottawa si vous êtes présentement un étudiant à l'Université d'Ottawa. C'est pour le doc. Pour la maîtrise, tu dois appliquer à l'institution que tu vas faire vos études. D'abord, OK, désolé, je pense que j'ai causé un peu de confusion. Au doc, tu appliques directement à l'établissement canadien qui a un quota parce que on traite nos demandes. Si votre plan est de faire votre maîtrise ici à la maîtrise, tu appliques avec nous à la maîtrise parce qu'encore une fois, on est un établissement canadien qui a un quota. À la maîtrise, si votre intention est de faire des études à une autre université, tu dois te renseigner des informations à l'autre université. D'abord, doc, c'est avec nous. La maîtrise, si votre plan est de faire la maîtrise ici, c'est avec nous. Si c'est à une autre université, c'est avec eux. Une autre section, encore une fois, lorsque vous comptez le nombre de mois, CRSH dit que tu dois avoir complété X nombre de mois. Ça tombe dans des chiffres de 4. C'est 4, 8, 12, 16, 20. Encore une fois, les trimestres d'été comptent comme des 4 mois. Même si le cours était juste 1 mois, le relevé de notes va indiquer que c'est un trimestre d'été qui est 4 mois. D'abord, c'est important de bien compter. Si vous comptez vos mois puis vous êtes déjà au-dessus la limite d'éligibilité pour le concours, ça devrait être votre première question que vous remplissez lorsque vous préparez vos demandes. Puis ça va te sauver pas mal de temps si vous n'êtes pas éligible avec le nombre de mois. D'abord, commence avec cette question. Et si la mathématique n'est pas votre force, n'hésitez pas de nous contacter à scsgrad@uottawa.ca, puis on peut vous aider avec la mathématique. Dans un des derniers quelques minutes, on avait mentionné que certaines des demandes ont des demandes très exigeantes. Ces critères ont changé un peu les dernières années, mais ils ont des critères sur les indentations, il y a des doubles lignes, il y a plusieurs critères, puis c'est différent entre le BESO, le FAQC et les agences subventionnaires fédérales. D'abord, c'est très important de bien respecter leurs critères parce que, encore une fois, elles sont très exigeantes et ne sont pas très flexibles. D'abord, c'est très, très important. Je donne quelques exemples. La numérotation des pages, les marges, les caractères, c'est des fois un peu ridicule, mais c'est leurs règles, on doit les respecter. C'est important de bien vous renseigner. Les études supérieures, encore une fois, on va partager le PowerPoint puis l'enregistrement de cette session dans les prochains jours. Probablement, ça va être la semaine prochaine. Entre-temps, c'est très important d'envoyer vos courriels à scsgrad@uottawa.ca. On va inclure aussi un YouTube. Malheureusement, c'est seulement disponible en anglais. C'est un étudiant qui nous a partagé ça il y a quelques années passées. Puis ça donne certains indices de comment bien préparer vos demandes, mais on vous encourage de le visionner quand même. C'est utile de juste il y a des bonnes réflexions là-dedans. Encore une fois, on est une équipe. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le chat qui sont en train de répondre à notre bureau. On est très excités qu'on est en retour en présentiel les derniers 16 mois. Ça fait pas mal longtemps qu'on est en présentiel, mais les 16 derniers mois, on voit beaucoup plus de vie sur le campus. Puis on est très excités de soit vous rencontrer en personne, par courriel. Microsoft Teams, on fait beaucoup de rencontres virtuelles parce que des fois, c'est plus facile pour les étudiants de nous montrer le relevé notes, mais on est ici, on est prêt pour vous aider. C'est important de nous contacter parce qu'il y a beaucoup de financement qui est disponible.
Je regarde mes notes. Il y a certains points que j'avais oublié de mentionner à travers la présentation. Pour les étudiants de maîtrise, je sais que c'était beaucoup d'informations à travers une période assez courte. On va faire une deuxième session vers le mi-octobre. Encore une fois, on fait la séance au début de septembre parce que certains des dates limites au doc est assez tôt. Mais on va faire une deuxième session en mi-octobre. Puis peut-être vous avez déjà commencé à rendre à ce point-là sur vos demandes, puis vous allez avoir des questions un peu plus précises. D'abord, on va envoyer une invitation pour le mi-octobre pour une autre session qui va être un peu plus condensée, mais qui va être on va avoir plus de questions. Et en même temps, on va rester ici jusqu'à 11h30 ou peut-être un peu plus longtemps pour répondre à n'importe quelle question. Je vois déjà que mon équipe m'a envoyé quelques questions que je vais être capable de répondre. Et je voulais vraiment signaler un concours en particulier, la CRSH maîtrise. Les dernières années, le nombre de dossiers éligibles était souvent moins que le nombre de bourses que l'université a reçues de l'agence subventionnaire. D'abord, pour les étudiants canadiens qui planifient de faire une maîtrise l'année prochaine, puis je vous encourage fortement de considérer la CRSH maîtrise. C'est un concours que l'université les dernières années n'a pas eu la possibilité d'utiliser toutes leurs bourses parce que le nombre d'applications était un peu plus petit du nombre de dossiers éligibles aussi. D'abord, c'est un concours, je voulais vraiment mettre l'emphase dessus, puis j'encourage fortement pour ce concours-là pour ceux qui sont éligibles. Donc, OK. comme Oui. Terry disait, vous allez pouvoir envoyer vos questions et ils ont reçu les questions, donc l'équipe peut répondre à vos questions. Moi, je vais vous laisser et je vous souhaite vraiment une très belle année académique et sociale aussi. Donc, prenez soin de vous et je vous rappelle aussi qu'il y a des services de bien-être, hein, des services au centre de bien-être à l'Université d'Ottawa. Nous avons une conseillère en santé mentale qui peut vous offrir aussi des services. Donc, prenez soin de vous et puis venez nous voir. La porte est toujours ouverte. Merci. Et Terry, vous allez continuer à répondre aux questions, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça. Oui, merci, Sylvie. Puis, oui, je vais commencer avec ceux qui étaient envoyés par mon équipe qui n'avaient pas nécessairement les réponses. Oh boy. D'abord, je vais commencer avec la question de 10h28 de Ghislaine. Puis je vais lire la question juste pour ceux qui vont écouter à l'enregistrement ensuite. On peut donc appliquer au BESC maîtrise et aussi au BESC doctorat si on vient de commencer en psychologie clinique. Encore une fois, ça tombe dans la règle de tu peux seulement appliquer à un concours. On avait mentionné que tu ne peux pas appliquer en sciences et en sciences de la santé et en les humanités. D'abord, tu dois en fin de ligne prendre une décision si tu vas appliquer pour le CRSH maîtrise ou le CRSH doctorat. Si tu restes des années d'éligibilité à la maîtrise, ce qui était fortement recommandé les dernières années par les experts, c'est que tu épuises ton éligibilité pour la maîtrise. Ce que je viens de dire, surtout pour le CRSH, il y a beaucoup plus de bourses à la maîtrise, plus de chances à la bourse de maîtrise de CRSH. D'abord, si vous êtes en psychologie clinique puis vous n'avez pas épuisé le maximum de la CRSH maîtrise, les recommandations qu'on a reçues les dernières années, c'est que tu devrais appliquer pour celui-là. Le BESC doctorat et BESC maîtrise, c'était l'autre question. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même agence subventionnaire, juste un niveau différent, mais tu ne peux pas appliquer aux deux en même temps. Tu dois choisir un des deux. Il y a une question à 10h30 de Zoé. Le CRSH maîtrise s'applique seulement pour psychologie ou applique semblable pour quelques maîtrises en anthropologie? C'est pour n'importe quoi dans les humanités ou sciences sociales. D'abord, les étudiants de n'importe quelle maîtrise peuvent appliquer pour ceux-là. La question qui était aussi posée, c'était l'option quoi, est-ce qu'ils sont éligibles? Oui, mais ils ont une montagne un peu plus difficile à grimper, puis ils doivent définir un peu plus comment ils vont remplir le potentiel de recherche là-dedans.
À 10h31, on avait une question de Lara. Si on applique à des programmes de maîtrise et de doctorat, est-ce qu'on peut appliquer aux deux concours? Je viens de répondre. Vous devrez... Celui-là est un peu différent. Ça serait dépendant de ton background. Ça serait un peu plus particulier. On devrait peut-être regarder ce dossier. Ça serait important de peut-être nous envoyer un courriel, Lara, parce que typiquement, on voit les étudiants juste appliquer pour la maîtrise, pas la maîtrise du doctorat en même temps. D'abord, peut-être il y a quelque chose de particulier dans ton dossier, on pourrait regarder. Mais typiquement, on voit, il doit choisir un concours ou deux parce qu'ils vont être admis souvent dans juste un des deux. Mais si vous pensez que vous avez des grandes chances au doctorat, si vous êtes admis dans un programme de doctorat puis tu gagnes la bourse de la maîtrise, ça ne serait pas transférable, sauf dans les programmes exemptés comme psychologie. À 10h48, question pour la bourse Vanier. C'est pas nécessairement juste pour la bourse Vanier, mais la question, c'est comment on peut déterminer si on tombe dans le CRSH ou la IRSC ou la CRSNG. C'est souvent relié avec la recherche que tu vas faire. Je pense que celui-là touche un peu sur les survivantes à un cancer. Souvent, ça touche, service social touche un peu là-dedans, psychologie touche un peu là-dedans. Il y a des arguments que tu peux tomber dans le CRSH, il y a des arguments que tu peux tomber dans la science de la santé. Souvent, c'est de parler avec votre superviseur potentiel, si tu en as un déjà déterminé, pour voir où est-ce qu'ils reçoivent leur financement. Souvent, les chercheurs ici à l'université sont souvent liés avec un des agents subventionnants, puis il peut te mieux diriger dans la bonne agence. J'avais mentionné à la fin de la rencontre que à la maîtrise pour le concours CRSH au niveau fédéral, on n'a pas épuisé toutes les bourses qui étaient octroyées à l'université parce qu'on n'avait pas assez de dossiers éligibles. Ce n'est pas la même chose pour le concours sciences de la santé et le concours de sciences. Notre faculté reçoit une allocation assez petite pour ces deux concours-là et c'est beaucoup plus compétitif parce qu'on compétitionne contre sciences de la santé, médecine, génie et sciences. D'abord, c'est beaucoup plus compétitif, puis le taux de succès pour nos étudiants à la maîtrise est moins haut. C'est la même chose un peu au doc. On a un quota de recommandation pour le concours national beaucoup plus petit que CRSH. À 11h03, j'ai une question de Catherine. Pour ceux et celles qui n'ont fait aucun cours de doctorat ni description lors de la demande, les critères du projet à présenter sont différents. Projet de maîtrise et choix de programme. Quel pourcentage de texte on doit inclure comme espace est limité? Pour le CRSH, sont évalués séparés. Non, pour le concours du DOC, si je lis. Ouais. Il y a deux aspects dans le critère d'évaluation. Il regarde vraiment au potentiel. D'abord, surtout ceux qui, ça fait plusieurs années qui sont dans le programme, souvent leur description de recherche, c'est vraiment un peu plus peaufiné. Mais en même temps, c'est là que les consultations avec vos superviseurs potentiels ou vos superviseurs vont vous aider. Ils ont beaucoup d'expérience, les professeurs, à préparer ces demandes. D'abord, ils sont vraiment un expert. Souvent, il y a d'autres collègues qui peuvent vous aider en même temps. Mais je sais, il y a plusieurs unités qui vont faire des séances d'information, puis c'est vraiment de consulter des experts. J'ai une expertise plus administrative de regarder les moyennes, regarder les nombres de mois, mais c'est des professeurs qui ont déjà vécu les comités d'évaluation nationales, les comités départementaux qui peuvent vous signaler les meilleurs trucs. Il y a certains étudiants qui rentrent la maîtrise au DOC qui reçoivent le CRSH du DOC. Mais oui, il y a une réalité que leur description de recherche va être moins développée que quelqu'un que ça fait 2-3 ans dans le programme. Mais je vois les succès des deux bords. Il n'y a pas une solution magique dans ces cas-là, mais c'est vraiment de prendre le temps de regarder avec quelqu'un d'autre comme un superviseur pour le bien préparer.
Je sais que je vais assez rapide, puis je vois des nouvelles questions qui montent. Je vais l'adresser dans le chat. J'ai juste un, deux autres que je pense que mon équipe n'était pas capable de répondre. Est-ce que les expériences sur les comités comme ACFA, bénévolat peuvent être inscrites dans la section d'emploi dans le CV canadien? C'est vraiment de regarder aux critères de. Ça fait un peu de temps que je n'ai pas relu les critères de CRSH puis de BESO ou FRQSC. Il y a certains qui ont des sections pour du bénévolat, il y a d'autres qui l'exigent dans le curriculum vitae. Il n'y a pas une réponse magique dans ce cas-là. Il n'y a pas une réponse standard. Souvent, ils l'indiquent dans leurs instructions où ils veulent trouver les personnes. Puis c'est important de bien respecter leurs directives parce que c'est de respecter la manière qu'ils donnent leur pointage ensuite. D'abord, je ne veux pas dire le curriculum vitae si un des agences veut que ce soit dans une autre section. D'abord, je ne veux pas te pénaliser dans leur système de pointage. D'abord, c'est bien important de bien lire leurs directives, puis c'est souvent bien indiqué pour les sections de bénévolat. Et la dernière question que je pense qu'on n'avait pas répondu, donc, si on postule à la bourse du CRSH, ça va nous considérer automatiquement pour le BESD. Si on postule pour le CRSH du doctorat, il y a deux composantes. Il y a le BESD et il y a une composante que je ne trouve pas le nom présentement. C'est quoi la deuxième composante pour le CRSH? Mais les deux sont considérés avec la même. 2 secondes. Sure. 2 secondes. Ça va être tellement intéressant. La deuxième composante, je ne trouve pas le nom, mais il y a deux types de bourses pour le CRSH au DOC. Mais lorsque tu appliques au DOC pour le CRSH, tu es automatiquement considéré pour les deux dépendants de l'éligibilité. Non, Audrey, ce n'est pas celui-là. En anglais, c'est le fellowship, le doctoral fellowship de CRSH, mais pour une raison, ils n'ont pas indiqué le nom en français sur le site web. Puis j'ai un blanc de mémoire sur la terminologie. J'ai vu une nouvelle question qui est rentrée de Laurence. Donc, si nous appliquons pour le programme de SICO, MA, PhD, nous devons appliquer aux bourses fédérales et celles du Québec au niveau maîtrise. Oui, si vous êtes éligible pour le fédéral, certainement, tu appliques pour celui-là. On vous encourage certainement d'appliquer pour le plus possible. Il y a certains de ces documents qui vont être transférables avec des ajustements mineurs sur la grandeur du font, les doubles espaces, mais c'est très important d'appliquer pour les deux. Surtout si tu es éligible pour le FRQSC au Québec. C'est très, très important d'appliquer pour cela parce que tu veux juste maximiser le nombre de bourses que tu es éligible pour, puis maximiser votre chance d'avoir du financement parce que ça peut faire toute une différence. Les dernières années, les coupures vers les universités des provinces, ça a rendu le financement assez pénible. Puis le coût de vie n'a pas baissé. Ça continue d'augmenter. D'abord, le plus de chances que tu peux maximiser ton financement, c'est très important. J'aime ta question, Marilyn. Si on ne sait pas c'est quoi notre projet, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes en train de faire votre 4e année d'université, puis vous pensez déjà à la maîtrise, si vous pensez à sociologie ou à économie, c'est de vraiment essayer de rencontrer les responsables de programme. Puis vous pouvez nous contacter ou peut-être passer par les unités. Si tu parles avec du monde, il peut te donner des pistes. Puis c'est vraiment, comme Sylvie avait mentionné, c'est que tu ne dois pas avoir un projet nécessairement définitif qui ne va pas changer présentement, mais tu peux t'inspirer, puis tu veux en même temps mieux comprendre ce que ça veut dire de faire une maîtrise ici à l'Université d'Ottawa. D'abord, il y a des pistes à avoir des idées. Il y a certains étudiants qui sont dans leur 4e année, puis ils travaillent déjà sur des projets de recherche de 4e année pour leur programme. D'abord, peut-être tu veux explorer ça plus en détail dans la maîtrise d'abord. C'est vraiment, si vous n'avez aucune idée, c'est de peut-être te renseigner avec les départements, puis peut-être tu peux t'inspirer à quelque chose. Mais il y a toujours une marge de manœuvre que ça pourrait changer lorsque tu rentres éventuellement dans la maîtrise. C'est plus avantageux d'appliquer au niveau de maîtrise. On parle encore une fois de psychologie.
Si vous avez encore l'éligibilité à la maîtrise, les experts nous avaient suggéré de maximiser pour la CRSH le nombre d'années pour ensuite avoir le plus d'années d'éligibilité au DOC. D'abord, oui, pour le CRSH, si vous êtes en psychologie, puis tu es encore éligible pour appliquer pour le CRSH à la maîtrise, oui, ce qu'on avait entendu, c'est de maximiser le nombre d'années à la maîtrise. Il y a une question de Marilyn, parce que je suis une étudiante à 4e année de bachelor's en psychologie, on ne sait toujours pas si on sera accepté, quel superviseur on va avoir. On ne sait toujours pas notre projet. Oui, c'est possible, mais c'est de voir peut-être s'il y a un professeur qui peut te rencontrer, puis peut-être diriger à certains superviseurs potentiels. Psychologie, il y a plusieurs étudiants qui appliquent pour ces bourses-là. Puis souvent, il peut te diriger dans une idée, puis encore une fois, ça peut changer. Mais en même temps, psychologie, l'avantage, c'est que le programme est tellement contingenté que c'est souvent, s'il y a un superviseur qui est capable, puis on la place, c'est accepté. D'abord, en commençant ces démarches avec eux présentement, ça va être non seulement pour les bourses externes, mais ça va aussi commencer des conversations pour la mission à l'année à venir parce que si vous avez déjà une relation avec un superviseur potentiel, ils vont garder un œil pour votre dossier s'ils sont en train d'accepter des étudiants pour l'année à venir. Puis ça commence déjà le processus d'admission de ta part. D'abord, oui, je suis très reconnaissant du fait que c'est un peu difficile d'avoir un projet en tête présentement, mais c'est une piste de commencer les étapes. La question de Larry Diev, je pense que vous avez dit à la maîtrise, on ne nous transfère pas la bourse si on va dans une autre université. Est-ce qu'on peut faire la demande à travers deuxième université ou on doit choisir? C'est ma compréhension. Tu dois choisir. Pour le CRSH, pour Bezo, il n'y a rien qui les empêche pour appliquer à plusieurs universités. Pour le CRSH, de ma mémoire, je pense que tu dois appliquer avec juste université, mais je ne suis pas certain. Si tu peux nous envoyer une question, Larry Diev, je dois me renseigner sur celui-là, ça me confuse, mais au DOC, si vous êtes à la maîtrise, puis votre plan, c'est d'aller l'année prochaine à une autre université, tu dois appliquer avec nous en premier lieu, puis ensuite, ça serait transférable, mais à la maîtrise, ça m'échappe présentement si tu veux appliquer à plusieurs universités en même temps. Envoie-nous un courriel, s'il vous plaît. La dernière question, les étudiants internationaux sont-ils éligibles à la bourse du CRSH? Malheureusement, les agences subventionnaires fédérales sont seulement disponibles pour les étudiants canadiens et résidents permanents. Ça inclut le CRSH, le IRSC et le CRSNG. Sont malheureusement juste disponibles pour les étudiants canadiens résidents permanents. Il y a un concours dans le concours de Bezo qui est éligible pour les étudiants internationaux. C'est extrêmement compétitif. Malheureusement, pour les bourses externes, le nombre de financements éligibles pour les étudiants internationaux est assez limité. Mais je dis, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de détails pour le concours Bezo international. Je veux répéter que on a enregistré cette présentation. On va aussi partager le PowerPoint. J'anticipe qu'on espère l'envoyer par vendredi, mais fort probablement par la fin de la semaine prochaine. On vous encourage de nous contacter à travers scsgrad@uottawa.ca. Souvent, le monde me contacte parce qu'ils pensent que c'est Terry ou Sylvie qui a fait la présentation. On va envoyer le courriel à eux. Mon équipe répond au courriel plus rapidement que moi. Je suis souvent en réunion. D'abord, je vous encourage de bien utiliser scsgrad@uottawa.ca. Ça va vous donner des réponses plus rapidement. Puis on vous encourage fortement de contacter vos unités si vous êtes en 4e année puis vous pensez déjà à la maîtrise. Ils peuvent vous encadrer dans ce processus. Il y a des professeurs qui sont à la recherche pour des étudiants potentiels pour l'année prochaine, puis on est là pour vous appuyer. Je vois une dernière question qui est rentrée. Si on a reçu une bourse provinciale Bezo au doctorat,
Est-ce qu'on peut recevoir une bourse fédérale CRSH ou Vanier l'année suivante? Nelly, ta question est très bonne. Certains agences subventionnaires ont des règles qui indiquent que tu ne peux pas avoir plus que X nombre d'années de financement provincial et fédéral. Chaque concours a leur propre particularité. D'abord, je pense, si vous n'avez pas, dépendant du nombre d'années que tu as reçu BESO, il y a des règles différentes. Mais si tu as des questions d'éligibilité, on peut se renseigner. Ça serait d'envoyer un courriel de SCS Grad. Ils ont des drôles de règles autour de maximum nombre de financement provincial, fédéral. Puis chaque agence se diffère un peu. D'abord, pour cette question-là en particulier, ça serait de nous contacter, s'il vous plaît. Encore une fois, scsgrad@uottawa.ca. N'hésite pas de nous voir en personne aussi. Puis on peut organiser des rencontres virtuelles. Puis on vous souhaite bonne chance sur la rentrée de cette année. Puis oui, bonne chance. Ouais. Merci tout le monde.